Nous l'appellerons Elisa. Elle a 24 ans. Il y a 6 ans, elle défilait encore comme mannequin, promise à une carrière internationale. Aujourd'hui, Elisa a fui Paris et l'univers de la mode pour s'installer dans le sud de la France et oublier cette vie-là. Elisa aurait été abusée sexuellement par celui qu'elle pensait être son mentor. Elle était encore mineure. C'était des massages au visage pour me décontracter, et puis ça descendait, des gestes, on va dire, sur voilà, la poitrine, les fesses, les jambes, l'entrejambe, et voilà, ça dérapait à ce moment-là. Est-ce qu'il a été encore plus loin, jusqu'au viol? Oui, oui, bah, il y a eu plusieurs fois où effectivement ça allait beaucoup plus loin, et c'était complètement non voulu, et bien sûr qu'il savait complètement qu'il avait quelqu'un de non consentant devant lui, mais dans ces moments on est complètement tétanisé et on peut rien faire, et il en profitait. Celui qu'Elisa accuse est un agent de mannequin réputé de 39 ans. Aujourd'hui incarcéré, l'homme est soupçonné d'avoir abusé sexuellement de plusieurs jeunes filles dans son appartement parisien. Il est ce qu'on appelle un scout, ces dénicheurs de talent qui repèrent des jeunes filles dans la rue et les modèles pour en faire les nouveaux visages de la mode. Pour Elisa, tout a commencé sur les Champs-Élysées en 2009. Elle a 14 ans, elle vient pour la première fois à Paris voir une amie, quand le scout l'aborde et lui fait de grandes promesses. Il me disait surtout sur le fait que j'avais un potentiel, et que vraiment, voilà, que je pouvais devenir mannequin. Il voyait en moi quelque chose d'incroyable, et que ça peut être aussi une très belle carrière pour moi, notamment, et que je pouvais gagner beaucoup d'argent. Moi, enfant, je pouvais pas... je pouvais que le croire et effectivement entendre ce qu'il me disait. L'agent lui laisse sa carte de visite. Elisa et ses parents se renseignent sur cet inconnu. Après des études de droit, passionné de photos et de mode, il s'est improvisé scout et a vite rencontré le succès. Sur Internet, la famille découvre que l'homme a une certaine notoriété, comme on peut le lire sur ce site dédié aux top modèles. C'est le meilleur en France et l'un des meilleurs au monde. Il est en train de préparer des bombes atomiques françaises pour la prochaine saison. Plusieurs jeunes femmes ont déjà fait des carrières internationales grâce à lui. Elisa se dit alors, pourquoi pas moi? Marche. Regarde là-bas. L'agent lui apprend les bases du métier, Top. comme on peut le voir sur cette vidéo. Repars. Tourne-toi. Va comme si t'allais vers la mer. Comme Elisa habite en province, il propose à ses parents de l'héberger dans cet appartement du centre de Paris. Il a rencontré la mère de la jeune fille, elle lui fait confiance, elle accepte. Et très vite, Elisa enchaîne les défilés. Ici à 17 ans, pour les plus grands créateurs. Mais derrière ce qui ressemble à un conte de fées, Elisa vivrait un cauchemar. L'agent l'obligerait à rester enfermée dans l'appartement. Fallait que je lui dise où j'allais, ce que je faisais, quand est-ce que je rentrais. J'avais toujours peur qu'il soit là ou qu'il me voie, ou j'étais obligé de lui mentir pour sortir des fois, juste parce que je voulais aller prendre l'air et pas rester à l'appartement pour pas l'avoir sur le dos, entre guillemets. J'ai été complètement isolé. J'avais des amis à Paris que je voyais plus, qui m'ont d'ailleurs demandé pourquoi on ne se voyait plus autant, et surtout mes parents qui me voyaient de moins en moins. Puis c'était très dur. Elisa vivrait comme séquestrée. Elle sombre dans la dépression. C'est à cette période qu'elle aurait été agressée sexuellement et violée une dizaine de fois. Pendant 4 ans, elle n'a jamais eu le courage de s'enfuir
par peur de tout perdre selon elle. Un calvaire qui aurait pu encore durer sans l'intervention de Sylvie, une amie de l'agent qui le connaît depuis 14 ans. Ils travaillent ensemble. Sylvie est photographe. Elle passe régulièrement à l'appartement. Et un jour de février 2016, elle remarque Elisa, prostrée. Je l'ai vue donc allongée sur le lit. Elle avait très mal au ventre. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qui va pas pourquoi t'es comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Et donc là, elle m'avoue qu'elle a plus sa carte bleue, qu'il lui a pris donc sa carte bleue, son téléphone, qu'elle a plus le droit de sortir, qu'elle n'a pas le droit d'avoir de petits chéris, elle peut pas bouger de la maison. Donc là, je me dis, bon, il y a un problème là, ça m'interpelle. Choquée, Sylvie interroge d'autres jeunes mannequins, coachés elle aussi par l'agent. Donc en rentrant, je discute, et je dis aux gens qu'il y avait dans la voiture, c'est quand même bizarre qu'elle ait mal au ventre comme ça. C'est très dur quand même ce qui lui fait vivre. On ne peut pas laisser faire. Et donc de là, une fille, une des mannequins me dit, mais attends, c'est pas le pire. Je dis, comment ça, c'est pas le pire? En fait, il couche avec ses mannequins. Ok, alors là, le masque, ok. Pour moi, c'était juste impensable. Sylvie appelle une vingtaine de filles dont l'homme gère la carrière. Toutes lui racontent qu'à un moment ou à un autre, elles ont subi le même sort. Enfermées dans l'appartement, coupées de leurs proches et du monde extérieur, sous emprise, sans repère. Certaines décrivent même l'agent comme un gourou. Déjà, le fait de vivre ensemble, de ne pas pouvoir sortir, d'avoir des régimes très drastiques, de ne pas pouvoir parler les unes aux autres. C'est-à-dire que, en fait, ils montaient les filles les unes contre les autres pour pas qu'elles se parlent. Comme ça, il y avait beaucoup moins de risques pour qu'elles découvrent qu'il y avait quelque chose de pas normal. Il fallait qu'elles soient toujours disponibles pour lui. Donc elle venait à l'appartement et puis des fois, elle restait pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures sur le canapé, à rien faire, en attendant qu'il tente de leur parler. C'est pas comme ça qu'on travaille, et encore moins avec des jeunes filles, mineures. Les filles feraient du vélo d'appartement en regardant Fashion TV toute la journée. Et plusieurs confient elles aussi à Sylvie qu'elles auraient subi des agressions sexuelles ou des viols. Sylvie convainc 6 jeunes filles d'aller rencontrer un avocat. Maître Mouhou se souvient d'avoir été frappé par leur état psychologique. Elles vont exposer l'atrocité de ce qu'elles ont vécu. Je comprends à ce moment-là la déflagration. Vous savez, moi j'ai fait plusieurs suspensions parce que c'était glaçant, quoi. Et puis elles sont toutes petites. Certaines étaient des collégiennes, en 3e. Vous imaginez, en 3e. Il aura fallu un certain temps parce que, vous savez, il y a un effet de sidération. Et puis il y a une culpabilité, il y a une honte. Et puis il y a le rapport avec les parents qui ont fait confiance. Et puis tout ça s'est enfoui à l'intérieur d'elles-mêmes. Alors, je ne vais pas leur dire d'aller franchir la porte du commissariat parce que c'est très difficile. C'est l'avocat lui-même qui saisit la justice. Les policiers de la brigade des mineurs enquêtent et se rendent compte qu'une première plainte a été déposée en 2011 par une jeune mannequin de 16 ans, classée sans suite. Ils entendent une centaine de modèles. Certaines racontent des faits similaires, mais refusent de porter plainte à cause de leur notoriété. En juin 2016, l'agent est arrêté et incarcéré. Il nie toute séquestration, affirme que les jeunes femmes étaient libres de leurs mouvements, notamment quand elles partaient en voyage pour leur shooting. Maître Alexia Gavini le défend depuis sa garde à vue. Il n'a jamais varié dans ses déclarations. Au départ, il était dans l'incompréhension la plus totale. C'est-à-dire qu'il est placé en garde à vue, il comprend pas. On lui parle de faits de viol, de faits d'agression sexuelle, de harcèlement. On lui donne le nom d'un certain nombre de jeunes filles qui ont été pour certaines ses petites amies, avec qui il travaille, avec qui il peut toujours travailler. Et c'est vrai qu'il comprend pas. Pour lui, c'était des rapports consentis. C'est-à-dire qu'à aucun moment,
elles n'ont exprimé leur absence de consentement. Expertisé par un psychiatre, le mis en cause est décrit comme une personnalité narcissique, avec une tendance à l'emprise sur autrui, une survalorisation de sa personne, dangereux sur le plan psychosexuel. Après son incarcération, l'affaire est médiatisée. Des articles décrivent les conditions de vie de certaines mannequins. On n'avait que de la soupe, du thé ou une pomme. Ça puait la clope et le renfermait. On n'avait plus nos règles, on était trop maigres. Cette médiatisation pousse d'autres jeunes filles à briser la loi du silence, comme celle que nous appellerons Marie. Nous l'avons rencontrée, mais elle n'a pas souhaité qu'on la filme, car elle est aujourd'hui connue. Marie aurait subi une tentative de viol en juillet 2010. Elle venait d'avoir 20 ans, et pendant 7 ans, elle n'a pas dénoncé l'agent. En fait, je tapais son nom sur Google tous les ans. Et là, je suis tombé sur des articles qui crient 6 mannequins dénoncent abus sexuels Johanne Mapaga. Là, j'ai halluciné parce que quand j'ai vu ça, en fait, j'ai tout de suite été prise d'une panique. J'ai tout de suite eu un espèce de flashback de tout ce qui m'est arrivé, de ce qui m'est vraiment arrivé finalement, que j'avais mis de côté et que j'avais essayé de nier aussi à moi-même parce que j'en avais honte. J'ai été porter plainte en pensant qu'on allait m'écouter pendant 2 heures et que puis après j'allais partir et que ça allait être terminé, que j'allais libérer mon sac. Et en fait, ça a duré 2 jours. Lors d'une confrontation, l'homme prétend qu'il ne se souvient même pas de Marie. Et son avocate s'étonne d'une plainte qui intervient 7 ans après les faits. Mais pour Margot Fontaine, l'avocate de Marie, il n'y a rien de surprenant. C'est extrêmement classique. Il y a une phase de honte, de gêne d'abord. Les victimes veulent occulter ce qui s'est passé, veulent oublier, veulent plus en parler, veulent l'effacer de leur mémoire. Et elles pensent que, en n'en parlant pas, ça va s'effacer. Mais le cerveau marche évidemment pas comme ça. Il y a un moment où ça nous reprend et puis ça revient. Et c'est là où on a envie d'en parler. Donc en fait, c'est extrêmement classique que la plainte arrive longtemps après les faits. C'est terrible, mais c'est comme ça. Les enquêteurs vont même retrouver des jeunes femmes qui ne s'étaient jamais considérées victimes, comme Louise. L'agent, qui l'a repérée dans le métro, lui aurait fait à elle aussi miroiter une carrière de mannequin. En septembre 2010, il lui propose une séance photo où tout aurait dérapé très vite. À l'époque, elle a 18 ans et elle est très pudique. Et du coup, évidemment, il allait appuyer à cet endroit-là en me disant « Mais t'as un problème avec ton corps, t'es pas du tout à l'aise. Je veux dire, on est en 2000, je ne sais combien. Comment tu fais pour vivre avec autant de pudeur ?» Tout ça. Et donc, évidemment, moi, ça me touchait, ça me parlait. Et il me parlait très souvent de ça, du fait « on va te décoincer ». Et en fait, pendant la séance, au fur et à mesure, je me dénude, j'ai les seins nus. Donc là, vraiment, je ne suis pas à l'aise du tout, mais je me dis « il y a plein de filles qui sont les seins nus sur les magazines et tout, en fait, donc il faut, c'est normal. » Donc j'étais allongée, le ventre au sol, et il m'a demandé d'écarter les jambes, et en fait, et là, il commençait à s'exciter très, 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 très fort. Et là, je commençais vraiment à me tétaniser, mais j'étais tétanisée, quoi, je ne pouvais plus bouger. Et en gros, il décale ma culotte avec ses doigts, et là, il prend des photos, mais alors, de tout, quoi. Donc oui, en fait, il y a des doigts à ce moment-là, quoi. Je ne parlais plus, je ne bougeais plus. J'attendais que ça se passe. Et il me demande de lui faire une fellation. Que je fais ? Puis Louise parvient à s'enfuir. Mais dès cet instant, elle ne se considère pas comme une victime. Elle culpabilise même. Je le faisais en me disant « Mais tu es le diable de faire ça. Pourquoi tu le fais ? T'es aussi petite pour aller jusque-là. Pourquoi ? Pour réussir, pour
pour que ce mec continue à te voir alors que j'avais même pas envie de continuer à le voir. Enfin, là, vraiment, l'emprise psychologique, elle est telle que je ne sais même plus pourquoi j'étais là. 8 ans plus tard, Louise porte plainte. Elle est la 20e et dernière à se signaler à la police. Pour l'avocate de la défense, le nombre de victimes présumées ne constitue pas de preuve. Dans ce dossier, c'est parole contre parole, et les victimes s'abritent derrière, selon elle, la très discutable notion d'emprise. Elle justifie le fait qu'elle n'ait pas pu dire non par le fait qu'elles étaient sous son emprise. Moi, c'est une notion qui me gêne, d'une part parce qu'elle n'est pas définie juridiquement, et ensuite, elle repose nécessairement sur des choses qui sont subjectives, sur un ressenti, et c'est extrêmement difficile de combattre un ressenti. Vous pouvez pas dire « j'avais pas vraiment envie d'avoir une relation sexuelle avec lui, et donc j'étais pas consentante ». Il y a quelque chose qui doit être très clair. Un regret, ce n'est pas un refus, ce n'est pas une absence de consentement. Vous pouvez regretter d'avoir eu une relation sexuelle parce que vous l'avez fait pour de mauvaises raisons ou des raisons pour vous que vous estimez dégradantes et vous le regrettez. Vous pouvez vous sentir humilié, vous pouvez vous sentir sali. Il n'en demeure pas moins qu'au moment où cette relation sexuelle existe, vous avez fait un choix. Et ça, c'est pas un viol. Pour l'instant, l'agent est renvoyé devant les assises pour viol, tentative de viol ou agression sexuelle sur 11 de ces jeunes femmes. Louise, elle, a depuis totalement quitté le monde de la mode. Elle attend impatiemment le procès, qu'elle espère être le point final d'un long calvaire. J'irai jusqu'au bout de ce procès. Ça va me détruire, ce procès, je le sais, ça va me bousiller. Et puis je me soignerai après. Mais ce procès, c'est ça, quoi. Mais je remercie ces filles d'aller jusqu'au bout, quoi. Comme moi. Et je pense qu'on est bien solidaires, même si on se connaît pas, en fait. Il y a quelque chose d'assez joli là-dedans. Dans l'horreur. Le beau dans l'horreur, quoi. Le procès pourrait se tenir en 2020 à Paris. L'agent risque 20 ans de réclusion criminelle.